Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la plateforme de la création architecturale pour ce nouveau rendez-vous de design et lumière dont je rappelle le principe. L'idée n'est pas tant de parler de technique que de parler justement d'une vision d'architecte, justement à la fois spatiale mais aussi, j'allais dire, d'une ambiance, comment voir les choses. Et à chaque fois, nous invitons des architectes. Parfois avec des artistes. On se souvient de la venue ici de Yann Kersalé. Depuis, ça fait maintenant 3 bonnes années que nous avons ouvert cette série de rendez-vous. Et à chaque fois, c'est une vision différente. Et c'est ça qui nous plaît beaucoup, c'est que les architectes racontent, vous le savez, chaque projet est spécifique, chaque projet justement a sa culture. Et chaque agence a sa culture, son approche. Et ce soir, nous recevons Sigu. Je les remercie beaucoup. Alors là, ils ne sont que 2. D'habitude, ils sont beaucoup plus. Ils furent 6, ils sont 4. Et ils sont 2 ce soir. Mais voilà, ils vont faire un duo assez passionnant. Donc, qui sont les Sigu? Nous, on les a connus et repérés au moment notamment des AJAP, donc des albums de la jeune architecture et du paysage, n'oublions pas. Précisément, c'était sur une approche très intéressante sur le métier aussi. Le métier, non pas uniquement d'architecte, mais aussi le métier, on pourrait dire, de menuisier. C'est-à-dire que c'était des gens qui, en effet, ciel bois, l'appareillet et autres, il y avait quelque chose, un rapport à la matière qu'il y avait dans leur travail et qui nous avait beaucoup plu à l'époque où nous les avions sélectionnés pour ces AJAP. Mais depuis, ils ont fait beaucoup de chemin et on les voit ici ou là, dans souvent des petits projets, mais ici, dans cette maison, il n'y a pas de petits projets. Donc, l'architecture, elle commence au 1er mètre carré, je le rappelle à chaque fois, mais voilà, c'est Sigu, c'est ça, c'est toujours cette intervention extrêmement précise qui les ont amenés là jusqu'à récemment un projet un peu plus large. Ils sont intervenus sur la Samaritaine, donc cette transformation des architectes Sana que vous connaissez tous évidemment, donc rue de Rivoli, et donc l'aménagement des espaces que les architectes japonais avaient imaginés. Et puis, bien d'autres choses qui vont nous faire découvrir ce soir. Mais ce soir, l'exercice est particulier. Ils vont nous parler de leur vision, justement, de la lumière dans les projets, dans ces projets où souvent, sont des projets liés à la vente d'objets et autres. Donc, évidemment, le focus devient très, très particulier. Maintenant, c'est à eux. Voilà. On les applaudit. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir. Alphonse et Camille. Camille. Donc, comme l'a introduit Francis, ce soir, on va vous présenter une série de projets qu'on a fait qui parlent de lumière, mais aussi de fabrication d'objets qui produisent de la lumière. Donc, notre activité de conception et de fabrication que nous menons depuis le début, c'est ça dont on va parler, et cette manière de pratiquer l'architecture finalement nous a permis de reconnecter avec des dimensions plus tactiles et impalpables du métier, et finalement de retracer une espèce de ligne directe entre la pensée, l'œil et la main, et arriver quasiment à une sensation où on peut voir avec nos mains. Les images qui défilent ici, c'est des rencontres qu'on a fait avec des lieux, des territoires qu'on est allé explorer. C'est pour nous une nourriture des sens, c'est la création d'un imaginaire collectif, des ancrages sensoriels très forts et une manière de se forger une émotion, une mémoire émotionnelle en fait par le vécu de ces espaces qu'on retranspose ensuite à chaque projet. C'est aussi pour nous une manière d'aborder en fait, et de comprendre le monde dans lequel nous pratiquons ce métier, et finalement de mieux adresser des réponses argumentées et responsables aux enjeux de soutenabilité de nos modèles de société, à la fois sur les plans techniques, énergétiques, mais aussi sociaux et culturels. La lumière que révèlent tous ces lieux d'une manière si particulière, elle est différente à chaque fois qu'on revient voir ces lieux, ça change. Et en retour, en fait, ces lieux modifient la qualité de cette lumière, modifient aussi sa texture et la charge d'une énergie particulière, de particules, de couleurs, de rayons invisibles.
Et du coup, la lumière devient ici une espèce de plus d'atmosphère, finalement. Quand on a vu, en fait, comment ces matières jouent sous la lumière, comment est-ce qu'elles existent, comment est-ce qu'elles deviennent parlantes, on n'a qu'une envie, en fait, c'est de retrouver ce moment et cette expressivité, cette précision et cette richesse. Elle met en vibration les surfaces, elle révèle les épaisseurs et leur densité, le grain, et elle permet, en fait, par sa précision, au final, de comprendre la composition intrinsèque de la matière. Nous sommes attirés par la lumière, c'est physique. L'œil humain se dirige naturellement vers ce qui brille le plus, vers ce qui émet le plus de photons. Et elle nourrit notre appareil visuel. Elle le contente, elle le surprend aussi pour finalement mieux attirer l'ensemble de notre corps, et créer ce mouvement d'attraction. L'architecture, du coup, en tant qu'art de la fabrication d'espace qui permet de mieux manipuler au final les ambiances, on le voit au final comme un capteur et un émetteur de cette lumière. Les matières qui sont mises en jeu vont donc de pair avec la qualité de la source qui les émet. Donc ce soir, on souhaite vous parler d'objets émetteurs de lumière artificielle que nous créons et manipulons quotidiennement dans notre pratique. Donc pour nous, on voit ça comme une famille de dispositifs qui complémentent évidemment la lumière naturelle, voire la remplacent quand elle est absente, qui sont des cas qu'on retrouve malheureusement très souvent dans les espaces qu'on doit pratiquer au quotidien. Dans d'autres cas, ces dispositifs jouent pour nous un rôle qui va au-delà de cette fonction première d'être une source de lumière. On distingue ainsi, quand on conçoit une lampe, la notion de source et aussi la question de la structure qui porte cette source, qui la dirige et la diffuse dans l'espace. Donc la source met en tension les problématiques de qualité de lumière restituée, de qualité de lumière aussi transmise, de quantité d'énergie consommée pour produire ce flux lumineux. La structure, quant à elle, qui porte cette source, concourt en fait à qualifier ce flux. Elle peut affecter la température de couleur, par exemple, ou bien mettre à distance la source pour éviter l'éblouissement direct. Et pour nous, en fait, ces dispositifs ont aussi un rôle symbolique très fort en tant qu'objet visible qui fait partie d'un système plus large. Donc elle est à la fois fonction et signe. Et donc dans nos expériences de projet d'aménagement intérieur, c'est une dimension qui est très présente, avec laquelle on doit jouer. La lampe en tant qu'objet signifiant, bien que souvent classée de manière réductrice dans la catégorie des objets décoratifs, est pour nous un terrain d'exploration infini. Donc on est conscient de cette puissance symbolique que l'objet lumière porte, et on est profondément atterri par la capacité de la lumière à révéler et dialoguer avec la matière. Donc c'est assez naturellement qu'on en est venu à concevoir et fabriquer nos propres lampes dans notre atelier. Oui, et du coup, il y a cette envie souvent de s'émanciper des catalogues d'équipements dans lesquels les contraintes des projets peuvent facilement nous faire retomber. Donc l'idée, c'est un petit peu de saisir des occasions pour aller chercher chercher des occasions pour mettre en œuvre d'autres approches. Et d'aller puiser aussi ailleurs, d'aller puiser du coup dans les archétypes, d'aller puiser d'autres sources pour notre pratique. Avec vous là ce soir, du coup, on voulait partager 5 histoires, qui mettent en jeu différents contextes, différents programmes, différents matériaux, et certains du coup convoquent plutôt de la création pure. Dans d'autres situations, on sera plus dans des jeux d'adaptation, de collage d'éléments existants ou de détournement. Et voilà, c'est à chaque fois des processus différents et des finalités complémentaires qui questionnent un peu notre place en tant qu'architecte et nos outils. Le premier projet donc, de cette série dont on voulait vous parler, c'est un projet qu'on a fait à partir de 2011 pour Isabelle Marant, une boutique à Tokyo, donc, qui faisait partie d'une série de boutiques sur laquelle nous avait invités en fait, à travailler. Pour nous, historiquement, c'est un projet qui était un peu un marqueur, où c'était en fait, un de nos premiers projets à l'étranger, dans lequel en fait, s'est posé la question de est-ce qu'on allait tout fabriquer ou pas. On avait une expérience précédente où on avait fait une boutique à New York, où on avait tout fabriqué sur place, à Montreuil, tout envoyé, compacté dans des grandes boîtes et tout déballé à New York en 3 jours et tout installé. On était assez fiers de cette réussite-là.
Et puis en fait, rétrospectivement, on s'est dit, en fait, on n'a pas vraiment vu New York, on n'a pas vraiment rencontré d'artisans locaux, on ne s'est pas vraiment imprégné de la culture locale. Donc est arrivé peu de temps après ce projet à Tokyo. C'est une maison qui est au bout d'une rue, qui jouxte la grande avenue Omotesando, où on retrouve toutes ces grandes marques de luxe, avec chacun leur paquebot. Et le choix, donc côté Isabelle Marant, s'est porté sur une petite maison beaucoup plus humble, mais finalement en haut de la rue. Cette maison, quand on l'a trouvée, en fait, était déjà jaune. C'est quelque chose qu'on a souhaité conserver. Donc, était déjà une idée aussi de lumière, de signal. C'était la maison jaune. Les gens l'appelaient la maison jaune. Donc, on s'est dit qu'il y avait déjà aussi une dimension d'appropriation. C'est un peu un ovni architectural, c'est-à-dire que c'est une maison d'apparence assez classique qui ressemblait à pas mal d'autres maisons dans le quartier, à part cette couleur jaune très, très forte. Et quand on rentrait à l'intérieur, en fait, tous les aménagements étaient faits dans une écriture et même des matériaux qui venaient de Scandinavie. Donc les fenêtres étaient des fenêtres type qu'on retrouve en Scandinavie. Et dedans, il y avait un club de gens qui fabriquaient des tapis. Inspiré de la méthode scandinave, donc cette espèce de collage comme ça d'influences culturelles assez étranges, et tout ça évidemment climatisé, recouvert de 10 000 couches de matériaux très, très disparates, où il y avait assez peu de qualité comme ça à l'intérieur. Donc en fait on a demandé à l'entreprise locale de faire déjà un curage de cette boutique pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière toutes ces couches. Et donc ils ont fait ça à la japonaise, c'est-à-dire jusqu'au bout, dans les moindres recoins. Et quand on est venu visiter en fait la boutique, donc c'était en chaussons, on pouvait marcher, c'était tout était très propre, il n'y avait plus un gramme de poussière, et il y avait cette structure qu'ils avaient en fait illuminée de l'intérieur avec ces lampes de chantier. Donc nous, lampes de chantier, en Europe, c'est autre chose. Là-bas, c'est des espèces de lampes comme ça très, très élégantes qui illuminaient un peu chaque pièce. Et qui venait donc complémenter cette lumière naturelle assez faible en fait qui rentre par les fenêtres qu'on voit là dans cette image. Les maisons au Japon sont souvent collées les unes des autres, mais ces espèces de failles qui laissent passer des lumières assez faibles. Et en fait, en voyant ça, on s'est dit en fait le projet est fait. Et qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à rajouter pour que cet espace finalement existe et puisse porter le projet d'Isabelle Marant. Donc cette image-là pour nous en fait a été vraiment fondatrice de la suite. Et on s'est dit il faudrait arriver à maintenir au maximum tous ces éléments qui préexistent, cette structure qui emballait, qui était omniprésente, et cette qualité de lumière très, très diffuse qui venait baigner l'ensemble de l'espace. Donc ça c'est le projet fini. Où on est venu jouer en fait avec un matériau qu'on avait commencé à manipuler pour Isabelle Marant, donc qui est la fibre de verre, qui en fait dans le projet qu'on faisait pour Isabelle Marant provenait plutôt de références du design californien, des chaises de Eames, de ces coques moulées qui prenaient à chaque fois des couleurs. Après c'est de rappeler aussi de comment l'architecture navale aussi utilise ce matériau qui peut avoir une extrême finesse jusqu'à arriver quasiment à la finesse du papier. Donc évidemment, inconsciemment, il y a la référence des lumières faites de papier au Japon. Mais il y avait aussi cette envie dans l'univers d'Isabelle Marant d'aller reconnecter des références qui, elle, l'entourait dans son quotidien, dans son appartement, de ses architectures californiennes, et donc via ce matériau d'aller ramener finalement un nouvel ingrédient comme ça de cette culture un peu composée d'éléments très différents. Et au final, la teinte même de cette fibre de verre, c'est extrêmement bien marié avec le bois. Donc on a commencé à dessiner les cabines d'essayage et de ramener cette espèce de finesse, de peau quasiment, qu'on venait on venait emballer ces structures en bois. Et à un moment est venue aussi cette idée de se dire il faut qu'on continue en fait ce travail-là et qu'on le transpose aussi à ces éléments lumineux qu'on distingue au plafond. Qui sont la citation assez littérale de cette lampe de chantier, quoi.
Donc on voit comment à la fois ces objets au final diffusent vraiment une lumière, donc ils sont complétés, c'est un double système où il y a cet éclairage central, sculptural en fait, qui permet d'asseoir en fait, l'espace, qui devient un élément autour duquel on tourne. Qui aussi joue de la verticalité en fait, de cette maison. Et la question était comment habiter la charpente. C'est une boutique qui est sur plusieurs niveaux. Il y a un rez-de-chaussée, un premier étage. Il y a tous ces combles qu'on a complètement enlevés. Et donc il y avait l'idée aussi d'aller amener le regard et amener la lumière jusque dans les hauteurs du bâtiment. Et trouver un peu ce dialogue où finalement la lumière n'est plus un objet qu'on vient rapporter, mais finalement un objet qui émerge de l'architecture elle-même. Et de jouer dans une espèce de fusion presque, ou de mutation d'un élément de charpente qui serait devenu élément de lumière. Donc là après, ce qui s'est passé sur ce projet, c'est qu'on n'a finalement rien fabriqué nous-mêmes, qui était un gros apprentissage ou un désapprentissage pour nous, qui était aussi de faire confiance à des artisans et à distance, via de l'envoi d'échantillons de matière, des envois de petits prototypes, arriver en fait à établir ce dialogue et à établir cette confiance. Et en fait, on a rencontré au Japon un savoir-faire fabuleux, qu'on soupçonne tous quand on pense au Japon, la qualité qu'on voit dans l'architecture, qu'on connaît dans les objets, et qui là, en fait, nous a aussi commencé à faire prendre conscience que peut-être que c'était pas forcément une fin en soi de forcément tout fabriquer nous-mêmes, là où jusqu'ici, on était dans une espèce de conviction, voire d'entêtement, à dire je vais tout faire moi-même, et cette espèce de concentration en fait du projet, de la conception jusqu'à la fabrication, nous avait semblé être une évidence. Et là, d'un seul coup, on passait à un autre niveau, parce que tout simplement, ils avaient un savoir-faire qu'on n'avait pas. On n'aurait sûrement jamais réussi à fabriquer aussi bien tout ce qu'ils ont fait. Là, c'est un exemple d'une toute petite boutique, c'est un écrin, c'est dans le Marais, rue Vieille du Temple. C'est une expérience qu'on a, une petite boutique qu'on a conçue pour la marque Aesop, avec qui on a ensuite fait différentes choses. La particularité de l'approche avec Aesop, c'est de marquer vraiment de signer chaque lieu et de le remettre en tension avec la vie locale du quartier. Et l'autre particularité, c'est de recréer une expérience qui est à la fois, c'est comment on tisse le lien entre le quartier et finalement toute une série d'usages et de rituels propres à la marque. Et donc il y avait cette boutique qui avait été sélectionnée. C'était une boutique assez chargée, surchargée, complètement hermétique sur l'arrière. Petit voyage. C'est à l'époque où le Marais n'était pas encore super cool. Des boutiques. Ça se discute. et donc ouais, voilà, là c'est la façon de gérer la source de lumière naturelle sur cours. Et le doublage. Et voilà, donc il y a eu un petit travail de dépouillement préalable. C'est peut-être aussi quelque chose en fait, qu'on a pris l'habitude de faire dans les boutiques. On dirait pour beaucoup de marques à cette époque-là, qui je pense disparaît de plus en plus aujourd'hui, on a plutôt tendance à aller reproduire des concepts et de faire considérer les espaces comme des boîtes blanches et peu regarder leur relation au contexte direct. Et en fait, là, nous, encore une fois, le premier geste, c'est-à-dire il faut curer, il faut nettoyer et comprendre où est le bâtiment, où est la pierre, où est la structure, où est le poteau porteur, et où est la relation en fait, à la rue, la relation à la cour. Et finalement, ramener, même si c'est un projet d'architecture intérieure, un regard un peu d'architecte, et se dire, cette relation de la boutique à la ville, elle prend aussi naissance dans ces surfaces de contact, que ce soit la vitrine ou une fenêtre sur cour. Et le deuxième réflexe potentiel, c'est effectivement de dire voilà, c'est un petit peu compliqué, on va simplement mettre un placo, alors que voilà, on a plutôt cherché à gratter.
gratter, révéler, enfin jouer avec ces matériaux, ce calcaire et remettre une couche de chaux pour la rehausser. Mais voilà, si on parle de lumière, c'est le premier geste, c'est de la faire entrer, quoi. Faire entrer la lumière naturelle. Ensuite, il y a un peu cette approche qu'on retrouve, qu'on a beaucoup dans notre pratique, c'est de se fier un petit peu à nos intuitions. Et là, en l'occurrence, un objet trouvé, c'est sur un rack chez un fournisseur de plomberie. Je sais pas c'est un fond bombé à souder. C'est ce qu'on met à l'extrémité des tuyaux et qu'on vient ressouder. Ça existe dans autant de diamètres qu'il y a de diamètres de tuyaux. Et donc ça, c'est des objets qui traînent du coup dans nos bibliothèques aussi. Et qu'on a simplement télescopé avec le produit. Et ça c'est l'idée. Voilà, c'était de se dire on travaille plutôt sur un écrin pour un objet plutôt que de faire du rack pour disposer l'ensemble des produits. Il y avait peut-être sur l'histoire de cette coupelle aussi quelque chose de pourquoi cette coupelle s'est retrouvée dans notre matériothèque. En fait, notre matériothèque à cette époque-là et encore aujourd'hui est pas tant un espèce de collection, de catalogue de matériaux industrialisés, mais beaucoup en fait de choses qu'on rapporte, qu'on glane, des visites. Donc ça ramène aussi aux premières images qu'on montrait, des visites de sites, des visites de carrières. À chaque fois ramener finalement des morceaux de ces explorations et de ces rencontres. Et celui-là et ce fond bombé était né d'un projet où on s'était mis à faire de la plomberie. Donc on allait dans des magasins de plomberie et via finalement ce quotidien passé dans ces magasins à ramener des espèces d'objets qui n'avaient pas forcément de sens, qui pour nous étaient juste des beaux objets, des belles pièces. Et il y a un moment, le projet s'est aussi fait dans cette idée presque de ready-made. Il n'y avait pas à dessiner une nouvelle pièce, il y avait plus à travailler plus dans une espèce de réflexe de collage et d'assemblage et d'évidence en fait entre la forme et ce récipient. Ouais. Et ce qui est, oui, c'est aussi, dans cet objet, c'est à la fois quelque chose c'est un objet qui est issu d'une industrie un peu lourde, qui a peu de valeur en soi, qui est très peu coûteux à produire, et dans lequel nous on voit, beaucoup de ponts vers des symboles. C'est une espèce, on y voit un gong, on y voit, peu importe à vrai dire, mais il y a des formes suaves qui sont liées aussi à juste la façon dont la pression de l'eau doit être amortie. Et bref. Donc comme je disais, ça se décline dans beaucoup de diamètres. Et pourquoi ne pas tisser le lien avec cette vasque qui fait partie intégrante du rituel des ops, c'est-à-dire de faire essayer les produits. C'est un petit peu... c'est une démarche... c'est une démarche très propre à la marque qui a fait école par la suite, mais on est au début un petit peu du retail expérientiel. Donc en termes de dessin et d'écriture, on a vraiment poussé cette idée de dire on ne va quasiment rien dessiner. Et donc tous les éléments de présentation des différents produits ESOP sont faits avec ces coupelles de différents diamètres. La vasque est faite avec un diamètre plus grand. Et donc la question de la lumière s'est évidemment posée. Et en fait, en creusant un petit peu plus, la production de ces fonds bombés, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi juste des réductions avec cette forme assez élégante de pièces qui permettent de passer d'un diamètre plus gros à un diamètre plus petit. Et ce qui se joue après, c'est comment intégrer une source là-dedans. À l'époque, on était encore sur des sources halogènes. Donc c'est là qu'en fait, on commence à avoir des jeux de fulgurance où on prend un objet, on le teste finalement on choisit une pièce parce que elle est à la juste écriture, la juste courbe. Elle est capable d'accueillir la source. Elle est capable aussi de dissiper toute la chaleur en étant suffisamment ouverte par l'extérieur. Et on cherche le minimum de gestes pour la rendre viable et pas trahir sa forme brute. Donc voilà, on l'équipe d'un étrier
de taraudage, des rondelles anti-vibratiles, et quelques vis pointeaux pour tenir l'ampoule. Je crois qu'à cette époque-là, il y avait aussi dans la manière dont on fabriquait, je disais qu'on a à un moment compris les limites de nos savoir-faire, c'est-à-dire qu'on n'était pas non plus, on n'est pas un équipement fou, mais au final, avec ce peu d'équipement ou ce peu de savoir-faire, ça nous obligeait à trouver des espèces de, pas de pirouettes, mais de méthodes pour rendre les choses aussi très, très simples et qui sont à la limite d'une espèce de bricolage savant, une manière d'assumer la vis, de se dire la vis finalement devient ce petit élément qui vient tenir la lampe, qui vient accrocher encore une fois la lumière sur l'objet, donner un niveau aussi de définition à cet objet qui est très brut. Et finalement de faire révéler aussi la texture et la qualité naturelle de cet objet. Donc c'est pas un branding SIGU qu'on voit sur le côté, mais bien la référence du diamètre de la réduction. Donc c'était vraiment une lampe qu'on a faite une seule fois pour cette boutique. Qu'on a testé nous-mêmes, qu'on a mis dans l'atelier pendant je ne sais pas combien de temps, 3 semaines, 1 mois, allumé en continu, voir comment la lampe tenait, comment ça chauffait. Il faut savoir que les lampes à l'intérieur produisent beaucoup de chaleur comparé à de la LED aujourd'hui. Donc il y avait un vrai questionnement sur la finition qu'on a émis, donc qui était une patine sur l'acier avec une cire. Est-ce que la chaleur allait faire fondre la cire ? Est-ce que la lampe ou l'acier allait chauffer tellement que ça allait faire exploser la lampe? Donc, tout ça, en fait, on a poussé jusqu'au bout. Et avant de les installer en boutique, on les a évidemment testés pendant quasiment 1 mois. Ouais. On va vous présenter un autre projet. Là, du coup, c'était sur. Oui, c'est une rencontre avec Alain Ducasse. Qui nous a invités à concevoir une brasserie. Donc le projet se situe dans la canopée que vous connaissez tous actuelle. C'est une petite photo juste pour rappeler ce que c'était comme chantier à l'époque. C'était en 2013, 14, 15, quelque chose comme ça. Nous, on avait déjà eu des expériences de dessiner des restaurants. On avait bossé sur le 104 à l'époque où il avait ouvert. On avait travaillé avec les grandes tables. Et donc là, on avait travaillé avec Alain Ducasse jusqu'ici sur ses boutiques de chocolat. On avait ouvert une boutique avec lui rue Saint-Benoît. Et donc là, il voulait nous emmener sur un sujet plus large de brasserie dans ce lieu qui n'existait pas encore. Donc qui est aujourd'hui la Canopée des Halles, alors qui existait évidemment avant, on connaissait tous le Forum des Halles. Donc il y avait pour nous, ça nous a posé ce projet-là une nouvelle question qui est de finalement faire un lieu dans un intérieur d'un espace qui n'existe pas encore. Jusqu'ici, on avait beaucoup d'expériences de création de lieux dans des bâtiments existants, donc avec un contexte omniprésent, un contexte très fort. La boutique Aesop, où Isabelle Marant était des bons exemples, c'est-à-dire que c'était vraiment ce côté de qu'est-ce qui préexiste en fait, ce qui nous a permis dans la boutique de Tokyo de se dire on ne va quasiment rien faire. Donc là, ce qui a préexisté, c'était cette structure en construction hyper massive, omniprésente, presque surdimensionnée quand on la regarde par rapport à l'espace, avec assez peu de qualité. Enfin, on la regardait, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc, des morceaux de structure qui apparaissaient alors qu'ils n'étaient pas prévus, donc qui sont ce qui se passe dans des énormes chantiers comme ça, on ne peut pas tout prévoir. Des synthèses pas très bien opérées, effectivement. Des synthèses de fluides compliquées. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était un des premiers croquis qu'on a fait pour essayer de se dire voilà, comment je m'installe dans ce grand bâtiment. Donc toute la grande courbe, en fait, était donc la façade vitrée qui amène du jardin des Halles jusque vers l'intérieur de la canopée. Derrière le mur à gauche, il y a un Monoprix. En face, il y avait un autre resto. Et mine de rien, c'était quand même le meilleur emplacement dans cette canopée.
Donc tout est relatif, évidemment. Mais celui-là avait la vue sur le jardin, une capacité à être éclairé par une lumière directe du soleil, une lumière qui venait plutôt au sud-ouest. Et donc beaucoup de lumière entrante, mais finalement on le voit sur les images, c'est un bâtiment, c'est un espace assez profond. Et puis il y avait un élément qu'on n'avait pas non plus forcément encore, qu'on ne voyait pas encore, qui est donc cette grande canopée qui couvre aujourd'hui l'entrée en fait, du forum en sous-sol, et donc qui est traitée avec un verre assez particulier. Ouais, non, mais du coup, se pose la question, quand le sujet de la brasserie est posé, se pose la question de la pulsation du lieu, comment il fonctionne du matin très tôt jusqu'au soir, et comment ça se retraduit en termes justement d'ambiance. Cette capacité à faire des propositions de lumière artificielle qui traversent ce laps de temps, et avec aussi toute une série d'archétypes justement parisiens de qu'est-ce que c'est qu'une brasserie, comment réinterpréter à la fois ces objets et ces ambiances. Comme vous l'avez vu sur l'image précédente, il y avait un gros sujet de plafond dans cette brasserie. Et finalement, c'est un espace qui était assez bas et assez écrasé. Et en même temps, finalement, entre les poutres, on gagnait de la hauteur. Donc assez vite, on s'est porté vers une idée. On disait, il ne faut pas créer de faux plafonds pour cacher cette technique, malgré le fait qu'on sentait qu'on ne la contrôlerait pas très bien. Donc, le parti pris était de dire on va travailler plutôt un plafond à lame ouverte et travailler aussi la correction acoustique en arrière-plan, donc sur le bac acier finalement par des principes de flocage qui fonctionnent très bien pour l'acoustique, qui est un sujet vraiment central dans un restaurant. Et en parallèle, on partage avec Alain Ducasse une sensibilité pour l'authenticité des matières, et lui-même est un grand chineur d'objets, un chineur presque maladif, je pense qu'il assumerait de l'entendre comme ça. Et du coup, il y a aussi la question de l'écho avec les arts de la table, qui s'invite dans la question de la lumière. Et assez rapidement, il nous parle on propose des objets diffusants. On propose de combiner des objets diffusants, des sources ponctuelles assez précises sur les tables. Et quand on évoque les matériaux diaphanes et la porcelaine, tout de suite, il se met à nous proposer de rencontrer des artisans, notamment Pete Stockmans, qui est un ponte de la porcelaine, qui la travaille dans son extrême finesse. On va le rencontrer et on imagine un premier scénario de plafond qui permettrait d'intégrer à la fois ces sources précises et ce plafond un peu diffusant, quoi. Donc là, c'est poser la question du budget aussi. Rapidement. C'était un espace très grand. C'était l'idée aussi de faire pas un restaurant de luxe, mais une brasserie accessible. Donc au final, un budget travaux qui était fonction de finalement l'offre. Et cette solution s'est avérée en fait quasiment infaisable, juste d'un point de vue temps, coût et fabrication, parce que la surface était trop grande, quoi. Oui, il aurait fallu que les ambitions du projet se revoient autrement ailleurs, mais il n'y avait pas vraiment d'option pour ça. Il fallait aussi qu'on fasse la chaise sur mesure complètement signature du projet. Il y avait aussi l'histoire d'un panneau d'affichage de gare qui deviendrait, beaucoup d'histoires et peu d'envie de concession. Donc voilà. Bref, on a dû en tout cas changer notre fusil d'épaule. Donc sur cette question de la lumière où le plafond sans ces tuiles de porcelaine allait être un peu sec, on s'est tourné finalement vers d'autres techniques. Et à cette époque, en fait, on avait croisé par des amis communs, Random International, donc qui sont des Anglais, qui travaillent sur cette question de la lumière, mais plus dans une approche d'installation artistique interactive, empreinte de numérique. Et à cette époque-là, donc, ils avaient développé ce principe en fait, de luminaire qui réagissait en fait, avec
par exemple le mouvement d'un corps qui passera en dessous. Ils avaient travaillé avec le chorégraphe, notamment Wayne McGregor. Et on s'est dit à un moment, est-ce qu'il n'y aurait pas une collaboration à faire avec eux et quelque chose de beaucoup plus ponctuel qu'un grand plafond de 300 mètres carrés. Et en se disant, on travaille comme ça une espèce de sculpture lumière et qui deviendrait, par sa capacité en fait, à réagir au mouvement, de devenir aussi une espèce de révélateur de l'activité du lieu. Et en tout cas, rentrer en interaction avec cette activité. Et donc, ils avaient réfléchi effectivement à des systèmes de captation qui soient visuels ou sonores. Il y avait cette idée de pouvoir se mettre gagner en intensité suivant le niveau de discussion au bar, etc. Donc voilà, il y a ce scénario qui a été posé du coup. Donc on était arrivé avec cet objet-là au-dessus du bar, qui restait finalement assez sage dans sa taille, où on passait de 300 mètres carrés, un objet qui en faisait peut-être 5-6. Mais d'un seul coup, le plafond réapparaissait avec ses gaines. Donc on a commencé à se dire, les gaines, il faut qu'elles soient noires pour pas qu'elles se voient. On commençait un peu à se battre avec ça. De l'autre côté de l'espace, il y avait donc tout le mur qui nous séparait de la cuisine, et cette idée depuis le début d'aller en fait travailler avec un tableau d'affichage issu directement de gens qui fabriquent les tableaux d'affichage pour les gares et les aéroports. Et on se disait à un moment, il y a un peu compétition en fait, entre cet objet au-dessus du bar avec beaucoup de techniques embarquées, plus ce panneau d'affichage qui lui en avait également beaucoup. Et encore une fois, la question du budget qui nous a rattrapés, malgré la taille du dispositif, c'est d'une complexité, c'est un ouvrage d'art, cette lampe, le travail que fait Random International, et à un moment commencer à ne plus être cohérent avec l'ensemble des intentions du projet. Donc on a décidé à un moment de tout dénuder, de repartir de zéro. Donc ça, c'était la combienième version? On était à V4, V5, en se disant on enlève le panneau d'affichage, on enlève l'installation, on fait juste une grande boule. Et en faisant ça, on s'est dit le plafond est quand même toujours très 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 présent. Donc il commençait à émerger l'idée de ces grands linéaires, de grandes lumières comme ça, qui viendraient traverser le lieu, accentuer la direction de la cuisine vers le parc. Donc ça, c'était la première esquisse en fait de ces lampes qui. Non, je voulais juste rajouter qu'on était passé un petit peu de la porcelaine et des arts de la table vers l'art de la cuisine, et pareil, cette sensibilité pour le cuivre de M. Lucas. Et du coup, on a réintégré. C'est cette question de la source ultra chaleureuse de la brasserie qu'on voulait retraduire par ces taches de cuivre qui venaient du plafond, quoi. Cette version était quand même un petit peu rude, un peu froide. Donc là, on est arrivé, on a continué à pousser cette idée-là, parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose d'assez assez fort, qui était finalement plus réduit dans une série d'objets, mais par leur longueur, finalement, viendrait quand même dialoguer avec l'architecture et structurer l'architecture du lieu, et trouver une espèce finalement d'entre-deux, entre un plafond total et un lustre œuvre d'art, d'avoir un objet qui soit mi-industriel, mi-sculptural par son échelle. Et effectivement, cette forme aussi tout en longueur, parce que depuis le début, on a la référence au dining américain avec ses barres infinies. Et enfin voilà, c'est la fusion entre le dining et la brasserie parisienne. Donc là, c'est poser la question de comment est-ce qu'on fabrique ça. Ça faisait quand même plusieurs années qu'on travaillait avec un verrier. On avait commencé à bosser avec lui sur Aesop, à l'époque où on a fait leur corner chez Merci en 2010-2011. Et c'est quelqu'un en fait, qui, à la base, travaille plutôt de la verrerie, type verrerie de laboratoire. Et donc tout l'enjeu du projet, tout le challenge était en fait de lui faire un tube à essai de 5 mètres de long et de 30 cm de diamètre. Ouais. Et ça ne s'est pas fait comme ça s'est fait en plusieurs étapes, en plusieurs projets. Je pense que la première fois que tu es allé le voir dans son atelier, lui dire tiens, on aimerait bien faire ça, c'est toujours un peu inattendu. Oui, en fait, c'est un des rares artisans capables de travailler des pièces d'une si grande longueur, parce que une des contraintes principales, c'est que le verre, une fois qu'on l'a travaillé, soudé, parce que là en gros, on n'est pas dans du verre soufflé, c'est-à-dire on part pas d'une pâte qu'on vient souffler comme on connaît
bien dont on connaît bien les techniques. Là, on est plus sur vraiment c'est de la plomberie, la plomberie plus. C'est-à-dire qu'on vient ressouder des éléments préfabriqués entre eux. Et en l'occurrence, voilà, là, la contrainte, c'était comment souder des tubes d'1 mètre 40 et ensuite les recuire. Il y a c'était vraiment la contrainte principale, c'est qu'à un moment donné, les efforts qui sont dans le verre au moment où on le travaille, ils doivent être redissipés, réharmonisés. En fait, le verre a une mémoire de ce qu'on lui a fait subir. Et si on le chauffe d'un côté et qu'il y a toute cette transfert différentiel de chaleur, ça peut poser problème et fissurer même après livraison. Enfin, c'est un peu sensible. Du coup, voilà, il y a cette recuisson systématique des pièces à une température un peu moindre. Et progressivement, il y a aussi une rampe de descente. Donc voilà, en fait, il était le candidat parfait pour réussir ce type de défi. Donc ça, c'est la première comment on peut dire, portion de lampe qui est arrivée à l'atelier, premier prototype. Donc là, en gros, en termes aussi de notre manière de travailler, on est passé à un stade clairement où on ne faisait plus tout nous-mêmes, parce que de toute façon, la question du verre ne se posait même pas, on n'allait pas s'équiper ou se former maître verrier du jour au lendemain. Par contre, aller chercher un savoir-faire et finalement aussi l'emmener. Donc, toute la question du dialogue, de l'établissement du dialogue sur plusieurs projets, sur plusieurs années, qui ont permis en fait de l'emmener à commencer à fabriquer des pièces un peu hors échelle pour lui. Après, donc, en dehors de ce tube en verre, s'est posé la question de la source de lumière, sa qualité, sa position. Comment est-ce qu'on allait éclairer tout simplement la salle et en fait les tables, parce que l'idée c'est si on regarde la brasserie en plan, il y avait au-dessus de chaque ligne de table une grande lampe. Donc cette lampe-là devait aller ramener sur la table une quantité de lumière qui soit pas trop forte parce qu'on est dans une brasserie, et en même temps pas trop faible parce qu'on doit travailler aussi avec beaucoup d'apports de lumière naturelle et aussi en soirée arriver à travailler une atmosphère qui soit suffisamment chaleureuse mais pas éblouissante. Ouais, donc le parti pris, c'est quasiment de négliger l'éclairage des circulations pour vraiment faire le focus sur les plats, avec aussi une exigence de rendu de couleur spécifique, donc travailler avec des LED de qualité, etc. Donc là, le principe, peut-être juste sur l'image d'avant, on le voit, donc c'est un ruban de LED très simple qui fait toute la longueur de la lampe, mais qui n'éclaire pas vers le bas pour ne pas créer un éblouissement direct, parce que c'est quand même des LED assez puissantes, et un point de LED, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ça peut quand même faire mal aux yeux, donc on travaille en indirect. Donc l'idée était de ramener la lumière vers le bas via un système de réflecteurs qu'on a choisi du coup de faire en cuivre, à la fois en référence de cet univers de la cuisine, mais également dans l'idée de ramener une espèce de lumière extrêmement chaleureuse, presque la lumière d'un feu ou d'une flamme. Et de mettre tout ça du coup dans un système de programmation qui sont assez classiques maintenant, mais pour pouvoir générer un petit peu pour pouvoir adapter la température de couleur suivant les moments de la journée. Et c'est du coup des LED qui étaient un blanc chaud, un blanc froid qu'on pouvait alterner. Là, en l'occurrence, le cuivre avait créé une base très chaude par défaut, mais on pouvait quand même la moduler, quoi. Donc ça, c'est le premier test qu'on a fait dans notre atelier. Donc au final, là, on devenait pas fabricateur, mais presque assembleur. Donc toutes les pièces étaient fabriquées chez des artisans spécialisés, le verrier, le serrurier, les gens qui fabriquent la LED. Et là, on a travaillé avec un éclairagiste aussi sur la question de la puissance, la question de la température de couleur, la question de la courbure du réflecteur. Plus je le courbe, plus je le concentre le flux. Et donc les deux côtés, finalement, les deux tubes, là, étaient un test de température et un test de courbure du réflecteur. Donc on le voit un peu mieux là sur les panneaux blancs en fait, qui sont en bas. Le réflecteur de droite est moins courbé ou plus courbé? Quelle bonne question. Mais en tout cas, il y a une ligne noire, on le voit très clairement sur la feuille de droite, et celle de gauche, on a une espèce de flux lumineux beaucoup plus homogène. Et ce qui est intéressant, c'est que, on y reviendra un petit peu, je reparlerai par la suite, mais sur la question de cette tache noire qu'on voit sur la droite. Et du coup,
le fait de pratiquer le projet de cette manière-là, d'avoir cet atelier, prenait encore une fois tout son sens. Parce que honnêtement, arriver aujourd'hui à calculer de la lumière, ça se fait, les logiciels sont bons, mais d'arriver à ce genre de finesse et de sensation, il n'y a que le prototype qui peut permettre de faire ça. Donc encore une fois, la question du test de l'échelle 1 et du réel avant de passer à la production finale, on ne pouvait pas ne pas le faire. En l'occurrence, la tôle avait été calculée par un logiciel qui avait été, et ça n'a pas fonctionné. Il a fallu corriger la courbe. Mais à titre anecdotique. Donc là, c'est toutes les lampes installées finalement dans le restaurant. Après plusieurs mois de développement et de fabrication, de discussion avec des bureaux de contrôle sur comment suspendre ces lampes, sachant que c'est pas un produit qui n'était pas industrialisé. Pas de catalogue, pas de fiche technique. Donc c'est concrètement un abat-jour et la LED a une fiche technique. C'est comme ça qu'on a réussi à passer ce passage technique-là. Et en redoublant les colliers de serrage, c'est-à-dire qu'il y a des colliers qui supportent le poids et il y a des colliers qui font la jonction. Et du coup, on a par élément 4 colliers qui maintiennent et du coup on avait une double sécu, quoi. Et du coup au final via ce dispositif recréer une sensation de plafond dans certains points de vue, un plafond lumineux très chaleureux et en même temps conserver entre les éléments cette hauteur qu'on avait senti nécessaire dès le début du projet. Donc toute l'acoustique est au final traitée en arrière-plan par un flocage qui est la solution la plus basique, la plus cheap. Petite note juste sur les points de LED qui sont souvent justement masqués, relissés via des polis qu'on vient réappliquer sur la barre de LED. Ici, on a choisi de les garder. On trouvait ça intéressant de rescander un peu la longueur de la lampe et d'assumer la technique. C'est pas des fluos, c'est des LED. Ça se voit, mais c'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une photo prise en journée. C'est-à-dire que finalement, même en journée, il y a quand même une grosse quantité de lumière qui rentre dans la brasserie. Mais l'objet, par sa teinte, en fait, reste présent et participe en fait à l'atmosphère du lieu, sans forcément participer au niveau d'éclairage exact qu'on aura sur la table. Mais du coup participe à la structuration encore une fois du lieu. Donc c'est pas le seul dispositif lumineux qu'on a fait pour le restaurant, c'est-à-dire que tout est fait sur mesure dans ce restaurant. Comme disait Camille, de la table, la chaise basse, la chaise haute, tout ça sont des choses qu'on a développées aussi avec d'autres artisans. Le grand disque circulaire au-dessus du bar. Après, il y a d'autres dispositifs, d'autres lampes qu'on voit un peu mieux en fait au premier plan ici. Donc on vous raconte que l'histoire de cette lampe, mais au final, dans les projets, il y a toujours construction des scénarios lumineux avec une variété en fait, de sources et de typologies de lampes. Et rarement, on fait tout avec une seule lampe. Oui, on peut peut-être passer un petit peu rapidement sur tous ces éléments, mais voilà, c'est un petit peu on est assembleur, mais on a poussé un petit peu loin le détail. C'est beaucoup de travail de sourcing, de quincaillerie un peu spécifique. En fait, donc cette partie-là, en fait, on a fait ce projet-là et à un moment, on s'est dit, est-ce que c'est les dernières lampes qu'on fait ou est-ce qu'on en fait encore ? Et en fait, on a eu des commandes concrètes, dont une de Philippe Stark avec un projet à Paris, et aussi d'autres projets à New York. Et on s'est dit, on va continuer en fait, à la produire et à répondre à ces commandes, qui n'étaient pas forcément quelque chose d'habituel pour nous. On avait plutôt tendance à fabriquer les choses pour nos projets. Et à un moment, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer en fait, ce côté où on deviendrait auto-éditeur de nos objets. Donc on a commencé à bosser, à travailler sur manuel de pose, de montage. Non, mais c'est vrai que la question aussi de la pose, c'est que pour avoir participé à la pose à la brasserie de ces éléments, c'était un vrai mal de crâne pour les électriciens. Et du coup, il y a eu ce travail d'optimisation, de dire est-ce qu'on peut pas faire l'effort de travailler par modules qui sont beaucoup plus... Enfin bon, après, c'est tout ce travail d'optimisation qui vient derrière quand on essaie de réfléchir à des modes
jusqu'à l'édition, quoi. Et donc voilà, les mettre hors poussière, qu'ils soient livrables et assemblables, click and play. Et donc, quand on se met à vendre des objets comme ça, se pose la question de l'envoi, du packaging, de la pose, du service après-vente. C'est quelque chose qu'on avait expérimenté dans les années précédentes parce qu'on a vendu du mobilier pendant pas mal d'années, un peu dans ce même genre de cas. Le premier resto qu'on avait fait au 104, on avait développé cette chaise d'école en partenariat avec un des derniers fabricants de la chaise Mulca 510, où on reprenait la chaise, on la démontait, on la retapissait de cuir. Et avant, on s'est dit il faut qu'elle continue sa vie au-delà de ce projet, donc on a commencé à la vendre en magasin. On a monté un atelier en province qui était dédié à la fabrication de cette chaise. Donc on emballait, on envoyait, on shippait des tables, des chaises en France et parfois dans le monde entier. On a mis en pause ça et on s'est dit peut-être que sur cet objet-là, sur cette lampe, ce serait peut-être le seul où on continuerait à le faire. Je crois qu'on a fait 3-4 pièces, dont une qui est arrivée brisée à New York. Et qui à un moment me dit genre c'est pas le métier qu'on veut faire, du service après-vente ou de l'emballage et toute cette partie-là en fait, clairement c'est un métier spécifique et on ne peut pas tout faire. Enfin, c'était aussi beaucoup de réflexion à ce moment-là sur je dessine, je fabrique, c'est déjà pas mal. Et puis en plus je deviens éditeur, distributeur, service après-vente. Enfin, tout ça à un moment nous dépassait et devenait en fait une espèce de rêve idéal au moment où on a commencé à faire nos premiers projets, mais à un moment devenait, c'était pas un cauchemar, mais c'était des stress. Ouais, c'est lourd quand ta boîte revient avec ta lampe cassée, tu as juste à tout refaire. Et à un moment, tu me dis, mon intérêt en tant qu'architecte, designer, c'est pas d'aller refaire un objet que j'ai déjà fabriqué. Or, ça devenait ça, notre quotidien. Donc on s'est posé la question on arrête, ok. Et puis quelques années après, on s'est dit c'est quand même dommage parce que cette lampe elle est quand même pas mal. Et est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres manières de faire? On avait toujours refusé la question de l'édition, un peu dans cette espèce d'entêtement de se dire on fait encore une fois tout nous-mêmes et on contrôle tout et jusqu'au bout. Et en même temps, on dessine des objets tous les jours pour les projets, des tables, des chaises, des lampes. Enfin, là, c'est qu'une partie de ce qui se passe à l'agence. Et des fois, on se dit, tous ces objets, finalement, n'existent que dans un seul endroit. Et souvent, on a des gens qui nous disent, je n'ai pas les moyens pour me payer les services de votre bureau pour refaire ma maison, mais si au moins je pouvais acheter un morceau de ciguë. C'est souvent une expression qui est revenue. Donc, dans ce sens-là, l'objet pouvait devenir une manière d'accéder à ça. Or, la réalité, c'est que nous-mêmes, en fabriquant cette lampe, elle coûtait extrêmement cher parce qu'on n'est pas une usine, on n'en fabrique pas 10 000. Enfin, toute la question des économies d'échelle faisait que ça restait des objets hyper exclusifs, de pur artisanat, et que ça restait en fait inaccessible. Donc, à un moment, on s'est dit, est-ce que via un éditeur, on ne pourrait pas aussi casser un peu ce problème en fait, et puis une petite frustration de voir tous ces objets ne pas continuer leur vie dans d'autres lieux pour d'autres gens. Et on la place dans un projet, et du coup c'est l'occasion de réenvisager un petit peu le modèle. C'est un moment où on passe un petit peu de temps avec Via Bizzuno, un éditeur italien pointu. Enfin, on lui pose la question qu'est-ce que tu es capable de faire avec cette lampe, et il relève le défi et il plonge dessus et voilà, c'était super intéressant. On a passé beaucoup de temps sur cette lampe, mais c'était très intéressant de voir comment il a rebondi sur un travail qu'on avait poussé dans un niveau de détail déjà assez loin, et comment il a ramené une couche d'engineering sur vraiment toutes les questions des liaisons, la question du hors-poussière, la question du réflecteur, quand je vous parlais tout à l'heure de cette ombre qui est du coup liée à la position d'une lampe, enfin d'une source qui se dirige vers le haut. Fatalement, le réflecteur
le reflet passe par la source et crée cette ombre. Et ça c'est vraiment quelque chose qui n'était pas acceptable dans ses exigences. Et du coup, il a retravaillé sur un profil extrudé en aluminium pour échapper. Il lui a donné une petite forme comme ça qui était également calculée et qui permettait vraiment d'échapper à la source par le jeu des reflets et qui recrée une tache lumineuse juste parfaite qui va à son intensité maximale au centre et vient fader, comme ça vient c'est la petite ligne qu'on voit ici. S'estompe, voilà, donc c'est hyper discret. Mais voilà, enfin, c'est intéressant de voir toutes ces petites modifications, petites augmentations. Donc, on y a perdu, voilà, enfin, cette pièce de cuivre qui était essentielle dans les rapports d'authenticité aux matériaux, donc, que j'évoquais au début dans nos rapports avec Alain Ducasse, etc. Où cette fois, maintenant, le cuivre a disparu pour un aluminium anodisé effet cuivre. C'était très très dur à assumer, mais on sait pourquoi on le fait. Pour justement augmenter la qualité de la lumière derrière. Donc voilà, pour nous c'est la première expérience d'édition. Donc aujourd'hui cette lampe est éditée par Via Bizzuno et à leur catalogue, toujours dans cette idée de module. Et il y a eu tout effectivement ce travail de raffinement, d'affinage, en fait, de toute la question des assemblages entre les pièces de verre, notamment la question des colliers. Et dans la tradition italienne, ce que j'évoquais tout à l'heure sur la plomberie, on ne parle plus de plomberie ici, là on souffle avec des artisans de Murano et c'est un autre sujet, quoi. Et on gagne, le verre faisait 7 mm d'épaisseur dans le premier cas, et là on est sur de 3 mm d'épaisseur, donc on gagne clairement en finesse. Et en poids et en en facilité de pose. Donc là, on saute dans un autre projet où finalement on est complètement à l'opposé, c'est de faire une lampe qui ne coûte pas cher. Et donc le sujet s'est posé dans un projet d'aménagement de bureau, donc une boîte qui s'appelle Monsieur l'Agent, qui est agent et qui est un monsieur, qui est un espace dans Paris, proche de République. Il y a une galerie au rez-de-chaussée, des bureaux à l'étage. Et en fait, tout le projet était une réhabilitation complète du lieu, de reprise de la coque et de dessin en fait, de certains éléments de mobilier. Et donc dans cette envie, quand même, malgré un budget hyper restreint, d'avoir quelque chose de sur-mesure, il fallait trouver en fait, des stratégies pour concentrer le dessin au bon endroit, avec des techniques de détournement de matériaux existants, de minimiser la transformation des matériaux et d'être beaucoup dans ce jeu un peu de collage. C'est encore la capacité d'assembleur là qui est mise à l'épreuve, quoi, d'aller sourcer et de savoir faire conjuguer. Non, et voilà, par exemple, ça c'est les tables de bureau, donc c'est des gros panneaux alvéolaires qu'on a juste coupés, très basiques, et mis une cire dessus. Le piétement, c'est du chêne massif boulonné, et les tiroirs, c'est des boîtes en plastique qu'on trouve sur Internet. Après, c'est des attentions par moment à des petits détails, donc juste un travail de poignée sur la cuisine. Des moments aussi avec d'autres types de lampes qu'on a dessinées avec un réflecteur en tôle perforée. Et puis ensuite, c'est se dire, tiens, on va faire une lampe de bureau, comment est-ce qu'on l'a fait ? Et pour finalement rester dans un budget accessible, il fallait plutôt travailler avec des choses préexistantes, et tout n'était au final qu'une histoire d'assemblage et de collage. C'est-à-dire des manchons, des pieds flexibles préexistants, de la LED, et finalement arriver avec une espèce de lampe qui au final a très, très basique, très simple à faire, mais une forme d'élégance qui joue un peu grue. Une espèce de grue. Voilà. Donc ça, c'est un autre petit exemple de la variété d'approches aussi qu'on peut avoir en termes de conception et de fabrication. Oui, là, on retourne dans un restaurant, mais de toute petite échelle, dans le 19e. Un chef japonais qui reprend un restaurant chinois. Le
le Cheval d'Or historiquement, qui garde le nom, qui garde la façade, qui garde vraiment une grande partie de l'histoire de Lyon, parce que c'était une petite institution dans la rue. Et du coup, voilà, donc ça c'est au moment où on arrive, la gestion de la lumière. Un lieu, encore une fois, un peu chargé, et donc ce réflexe de dénuder, on en a déjà longuement parlé. Qui permet aussi de recomprendre la qualité de lumière naturelle qui préexiste, et encore une fois, mesurer exactement qu'est-ce qu'on doit apporter en plus en lumière artificielle pour que l'espace soit agréable. Et oui, enfin, les murs largement affectés par des années d'huile de friture, et donc à la fois envie de garder cette matérialité, mais aussi en même temps envie de remettre un voile dessus. Donc on vient whitewasher, c'est-à-dire on vient remettre une couche de blanc légère, très, très légère pour regagner en luminosité. On le verra plus tard. Et globalement, voilà, une fois l'espace décloisonné, c'est revenir avec cet univers du petit restaurant japonais qui est complètement structuré autour d'un bar, et on garde les arches là pour structurer un petit peu la perspective vers la cour. Si je reprends l'image d'avant, voilà, oui, on a vraiment cette première pièce, on est dans l'épaisseur, dans la profondeur du porche, et la salle arrière dans la profondeur de la cour. Très très peu de budget, tout juste de quoi se payer une gaine, et du coup là à ce moment du projet, comme vous pouvez le voir sur la vue, il n'y a pas vraiment de lumière de prévu. On parle de s'éclairer à la bougie pendant très longtemps, et on émet quelques doutes, puis les doutes grandissent, et jusqu'à ce qu'on se décide à proposer autre chose. Mais déjà, oui, il y avait cette idée d'assumer des fluos, le fluo de la hotte qui est intégré, qui est livré avec la hotte à l'arrière, et d'assumer cette espèce de lumière électrique dans la cuisine, avec toute cette mise en scène de la fabrication qui est chère au chef, et qui fait partie part intégrante de l'imaginaire de ces cuisines. On vient manger au bar, mais regarder un spectacle aussi, quoi. Et donc quand on se pose la question de la lumière, il y a cette rêve qui est partagée. Là ici on est chez Tonki, c'est une institution au Japon, c'est les tonkatsu, c'est du porc pané, c'est vraiment l'adresse. Et voilà, c'est une référence commune, et du coup on propose de quand même partir sur une espèce de grille minimale pour amener de l'éclairage dans les assiettes. À ce moment, on était sur des sources diffusantes. Et oui, ça c'est une des images de rêve qui est depuis le début du projet. C'est un verre à saké en étain, fait par un artisan japonais. Et il y a ce grain, cette matérialité qui est intéressante, cette façon de prendre la lumière. Et on réfléchit à en faire quelque chose. Et vient l'idée de réanimer notre atelier de fonderie qu'on avait déjà, on avait déjà fait quelques pièces dans le cadre de différents projets, notamment pour Julien David, un styliste franco-japonais. C'était notamment ça, c'est un travail qu'on avait fait de cintre, fait avec simplement une empreinte dans le sable. Des recherches de poignées, enfin voilà, ça c'est différentes expériences. Ici, c'est toutes les rebuts, toutes les impuretés qu'on sort à chaque fonderie, à chaque coulée. Avant de couler, on enlève les impuretés qui sont dans le mélange, et c'est cette espèce de pile difforme qu'on apprécie beaucoup. Et ici, un test en Zamac dans le cadre d'un autre projet, où on avait du coup, avec de l'impression 3D, réalisé
un modèle de connecteur qu'on est venu ensuite fondre dans des moules en silicone basse température, parce que le Zamac, du coup, permet vraiment de faire des choses à très basse température. Et ça, c'est un rebut du coup d'une fonderie de Zamac, où on avait fait des plateaux à cette échelle, d'ailleurs, à l'échelle de cette table. On avait essayé de fondre en une pièce pour aller chercher une matérialité un peu particulière. Et donc ça, c'est l'intérieur de la louche qu'on avait extraite. Et ça fait partie de ces pièces qui continuent de traîner sur nos étagères et qu'on ramène à un rendez-vous pour amorcer la recherche sur les lampes. Et après, voilà, il y a cet archétype de la lampe entolémaillée qu'on retrouve dans tous les lieux parisiens. Et finalement, on se dit, mais cette forme, elle nous convient, et le sujet, là, il ne va pas être sur la forme. Et enfin, c'est pas ce qui nous anime à ce moment-là. Et prenons-la, cette forme. On réimprime en 3D cette même forme, du coup, mais simplement en intégrant une épaisseur liée aux contraintes de la coulée. La tôle était bien trop fine pour pouvoir être coulée entre les deux parties du moule. Et on sort une première épreuve qui va nous servir un premier modèle qui va nous servir à faire tous les autres. Ça, je vais vous faire rapidement, pour les curieux du process de moulage, mais voilà, on a ce bout de carton qui nous sert à faire ce qu'on appelle un plan de joint, c'est-à-dire donner la limite entre les deux parties qui vont être moulées. On vient mettre un châssis et ensuite du sable de fonderie, qui est un sable très très fin et qui est aggloméré avec une huile, et du coup quand on le tasse, il se tient tout seul. Là, on a enlevé le carton et on voit le modèle qui dépasse très légèrement. C'est l'endroit où il y aura le plan de joint, du coup, au moment de la coulée. On talque la surface pour créer la séparation. Et on vient remplir l'intérieur. On enlève la pièce, on enlève le modèle. On referme. Et à ce moment-là, on peut couler. Là, on est du coup sur une fusion un petit peu, enfin, on pousse un petit peu l'aluminium un peu plus chaud que nature. On l'emmène, je sais plus, à 700 degrés au lieu de 660 pour qu'il vienne vraiment. Ça refroidit assez rapidement et du coup, il faut qu'il puisse napper vraiment l'intérieur du moule. Et on démoule avec un semblant d'aspiration. Et voilà, donc là, c'est la pièce. Tous les sables qui sont brûlés, l'huile est brûlée au contact de l'aluminium et le reste est réemployé, réutilisé. Et ensuite, ouais, il y a un petit peu cette réflexion sur comment faire une petite série, parce qu'il y a quand on fait une pièce, se pose des sujets. Quand on en fait 30, 40, 50, c'est déjà une autre façon d'envisager les choses, de se reposer des questions de rentabilité, des questions d'optimisation. C'est un petit peu des points de bascule où passer un petit peu de temps à produire un outil pour gagner du temps sur l'ensemble de la production commence à faire sens. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu ce qui nous anime, c'est aussi cette ingéniosité qui se place dans l'outil, là en l'occurrence un custom de la défonceuse. Donc il y a l'outil qui nous aide à faire un outil, qui nous aide à faire une production. Et donc là, en l'occurrence, c'est une pièce avec une défonce. On pose la gamelle brute. Ça nous permet de faire les tracés pour la découpe et au passage l'ensemble des percements pour la pièce future. Et donc ouais, alors oui, c'est un petit zoom, mais c'est à titre anecdotique. Mais ce qu'on voit ici dans le vocabulaire, dans le jargon de la mécanique, ça s'appelle une lumière. C'est une défonce de forme souvent rectangulaire dans la tôle.
Mais c'est juste pour appuyer un petit peu sur ces terminologies, ces mots qui sont porteurs de sens et qui sont issus de gestes de fabrication et qui nous ramènent finalement à toute une série de logiques en chaîne qui nous ramènent à l'histoire du travail au XXe siècle, notamment avec cette dissociation entre l'école blanc et l'école bleue, avec cette organisation techniciste des tâches et des opérations, et finalement une scission un petit peu un appauvrissement des savoir-faire en conséquence, quoi. C'est quelque chose. Nous finalement, quand on a commencé à travailler, il y avait déjà des dans le monde artisan, dans le monde des artisans et des ouvriers, il y avait déjà une vieille génération qui était encore porteur et capable de faire tout un panel de choses versus une jeune génération qui savait faire une tâche, quoi. Et c'est peut-être un petit peu réducteur de le présenter comme ça, mais c'est des tendances. Nous, en tout cas, ça nous ramène un petit peu à un sentiment de est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à jouer, est-ce qu'il n'y a pas des espaces un peu à reconquérir, des liens à retisser, parce que finalement dans cette déconnexion, ce qu'on voit, c'est une perte de l'intelligence de la main, et on a tendance à réduire l'intelligence maintenant à l'ingénierie, la capacité d'ingénierie. Nous, on croit beaucoup à l'intelligence du corps et à cette capacité de se remettre en situation de perception dans les tâches et du coup à provoquer des choses et des formes nouvelles, quoi. Là, voilà, donc une fois, c'est pareil, un nouvel outil un peu branque, mais comment serrer une pièce, comment d'un seul geste on peut serrer une pièce avec des jeux de levier. Et puis voilà, c'est dans cette image on voit la coupe, la partie haute de la gamelle qui a été débitée. Et ça, c'était pas quelque chose de conçu à la base. C'est juste né d'une envie de, ok, on crée une source qui vient éclairer une table, mais finalement dans cet espace, si on n'a que cette source, qu'est-ce qui se passe au plafond? Et donc il y avait cette envie d'aller utiliser cette lumière perdue pour aller animer aussi les plafonds. Donc ce premier geste, on coupe, et une fois qu'on a coupé, il y a ce rebut là sur la droite. Qu'on vient assez naturellement réinvestir pour recréer la rosace, comme on le verra un petit peu après. Donc là, oui, ce travail de ponçage. Les douilles qu'on voit en porcelaine qu'on va venir loger dans les petits dés à coudre là. Et voilà, et donc du coup, c'est vraiment voilà, c'est toutes ces trouvailles qui ont lieu dans la fabrication et en tout cas qu'on n'avait pas anticipé. Les ratés, je parlais tout à l'heure de l'épaisseur très fine et de la température de fusion. Parfois, on était un petit peu en deçà et l'aluminium n'allait pas jusqu'en bas. Parfois, c'était heureux parce que ça créait des défauts qui avaient un... Et parfois c'était vraiment trop partiel et ça repartait dans le four. Voilà, voilà quand je disais voilà, parfois du coup on est encore sur une lumière là, sur un trou débouchant, non usiné mais et la pièce voilà qui se réarticule avec cette pièce de porcelaine, c'est pareil, la porcelaine en soi nous parlait beaucoup. Il y a beaucoup de douilles en plastique. On a sourcé cette douille en porcelaine parce qu'elle avait un espèce de filigrane, parce que la porcelaine fait sens, résiste très bien à la chaleur. Elle isole électriquement.
Et ici, en plus, elle vient prendre la lumière et créer cette espèce on retrouve notre bougie initiale et il y a cette espèce de tache qui se crée. Et donc on est au Cheval d'Or et on décide de garder cette... on vient pas poncer l'intérieur de la lampe. Les sorties de fonderie peuvent être un petit peu ingrates parfois, parce que suivant le niveau de tassage, il y a une dimension peut-être presque un peu cheap. Et ici, on décide de garder vraiment toutes les aspérités, tous les excès de matière, parce que c'est autant d'accroches pour la lumière au-dessus, et ça ramène un grain. Par contre, on vient poncer l'extérieur pour lui ramener une élégance, parce qu'on aime bien aussi cet état de l'aluminium qui, quand il est poncé de façon très très fine, on augmente du coup les surfaces d'échange avec l'air, et du coup il a une capacité à s'oxyder et à prendre une légère teinte un peu grisâtre. Là, voilà, un élément de pliage, c'est le seul élément du coup issu de la... Enfin, c'est plus un geste de métallier plus classique et un assemblage rifté. Et là, dans les images qu'on a en tête quand on fait ça, c'est l'assemblage de la louche avec son manche, tout cet imaginaire qu'on met en jeu. Ce qu'on voit aussi ici, les petits points noirs, ça c'est des défauts d'oxygénation de l'aluminium. En poussant un peu, on peut les éliminer. Il y a des techniques pour le faire, mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'on assume et qui font partie pour nous, enfin, de notre imaginaire de l'aluminium, ces défauts, ces aspérités. Et on retourne du coup au Cheval d'Or où elles sont mises en place sur un magnifique plafond en polystyrène vaguement repeint. Ouais, le petit voile blanc sur les murs là, qui réveille un petit peu le lieu. Voilà. Le fluo de la cuisine que j'évoquais tout à l'heure, qui cohabite pas mal avec il y a cette idée d'assumer des vrais clashs de température, de couleur dans les lieux, c'est aussi intéressant. Bonne nuit. Oui, je ne sais pas s'il y avait un temps de questions-réponses où on l'a cramé. Une petite question ? Moi, j'ai juste une question sur la temporalité. Si vous parlez toujours de dénuder avant tout l'espace dans lequel vous intervenez, je voulais savoir à quel moment se faisait la conception, si elle se faisait en amont de ce travail de dénudement, ou est-ce que ça se fait plutôt après, une fois qu'on a vu l'espace en entier ? Idéalement, il faudra le faire dès le début. Après, ça dépend beaucoup des conditions dans lesquelles tu fais tes projets, à quel moment ton client aussi dispose de l'espace. Donc ça, quand on fait des boutiques, c'est assez rare que les gens disposent de l'espace assez tôt, ou en tout cas te laissent du temps pour dire on cure d'abord et ensuite on commence le dessin. Pour nous, c'est l'idéal parce que, encore une fois, c'est potentiellement une économie de moyens, des fois. Et puis de révéler aussi et créer un espace et un lieu et un projet qui soit beaucoup plus contextuel aussi, au final. Mais c'est intéressant parce que, effectivement, c'est quelque chose qu'on a poussé très souvent. Enfin, après, suivant les lieux, on fait à minima des sondages
pour voir ce qu'on pourrait potentiellement trouver. Mais effectivement, on a essayé souvent de provoquer ça, quoi, qu'il y ait des curages le plus tôt possible, en amont ou en même temps, enfin simultanément avec les temps de conception, avec les premières phases en tout cas du temps de conception. Un des arguments pour convaincre les clients de faire ça, c'est que leur dire qu'ils perdent des mètres carrés. Et que dans Paris, ou même d'une manière générale, quand tu fais de la boutique, c'est encore une fois l'idée de la boîte blanche, et plutôt que de tout casser, tu rajoutes juste une couche et tu refais et en fait, tu te trouves des fois, quand tu démolis des bâtiments avec des 50 cm d'espace perdu qui servent à rien. Oui, merci beaucoup pour ces présentations. J'enlève ça du coup pour pouvoir parler plus facilement. J'avais 2 questions, si c'est possible d'y répondre, sinon on va savoir quels sont vos projets en cours, si c'est plutôt pour des grands comptes ou des petites boutiques, etc. Et du coup, parce que enfin, moi l'impression que ça me donne, c'est qu'il y a une énorme envie des uns et des autres de se rencontrer de nouveau. Et typiquement, le travail fantastique que vous faites, ça donne encore plus envie d'eux. Et du coup, est-ce que le Corona vous a quelque part généré plus d'activité ou pas? Ce qu'on fait en ce moment reste finalement très, très divers en termes d'échelle. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de garder, d'être à la fois sur beaucoup de réhabilitation, assez peu de neuf. Avec des projets, comme on l'a vu là, boutiques, restaurants, on commence à faire de l'hôtellerie, beaucoup aussi des bureaux, on fait des maisons particulières. Là, on vient de livrer une maison de 80 mètres carrés dans un champ. Et à côté de ça, on réfléchit sur des espaces de plusieurs milliers de carrés, sur des réhabilitations. Et un des projets aussi qui nous occupe beaucoup, c'est le déménagement de nos bureaux, où là on sera dans un projet d'extension et de création d'un bâtiment neuf, qui aujourd'hui, l'architecture neuve ne représente pas forcément une grosse partie du travail, mais c'est quelque chose qu'on souhaite continuer à développer, à explorer. Voilà. Après sur le Corona, ça nous a fait perdre des projets, hein, bien évidemment, au moment où c'est arrivé. Aujourd'hui, je dirais pas que ça nous en donne plus, mais par contre, ça modifie le pourquoi ou le comment on va faire le projet demain. La question des boutiques, évidemment, ils ont pris cher, pour parler de manière très crue. Beaucoup ont failli fermer. Beaucoup de projets se sont arrêtés et n'ont pas redémarré. Ceux qui ont continué et qui ont les moyens aujourd'hui de relancer des études se questionnent fondamentalement sur à quoi sert une boutique, parce que tous, pendant le Corona, moi le premier, j'ai commencé à acheter des choses sur Internet, ce qui ne m'était jamais arrivé avant, enfin assez peu. Et en fait, les gens continuent et ne retournent pas forcément dans les boutiques. Après, il y a bizarrement, sur la Samaritaine, c'était assez intéressant, c'est qu'ils attendaient évidemment beaucoup les touristes. C'était la cible numéro 1, comme tous les grands magasins de toutes grandes villes d'Europe qui se respectent. Et non, ils ne sont pas venus, les touristes. Donc on a vu finalement c'est pas des nouveaux clients, c'est peut-être des clients qu'on ne voyait pas avant. Enfin, on ne les percevait pas. Aujourd'hui, on les perçoit et ils se disent peut-être qu'il faudrait qu'ils se réadressent à ces gens-là ou qu'ils arrivent à nouveau à leur parler, à capter leur attention. Donc c'est un peu ça la tendance du moment, c'est de dire tiens, on regarde son voisin d'une autre manière et finalement je pense avec peut-être plus de soucis dans le bon sens du terme. Bonsoir, je vous salue pour la présentation. Mon souci, c'est la gestion des délais et des coûts. Je démarre un projet avec votre boîte et ça, la recherche, et c'est artistique, c'est intéressant. Mais pour le maître d'ouvrage, comment il peut cadrer son budget et surtout les délais? Je sais que les délais d'un travail comme ça, on ne peut pas le compresser.
Est-ce qu'il y a un budget prévisionnel ou vous avez une fourchette et... Enfin, si on repart, si on redézoome un petit peu sur la question de comment comment on peut faire advenir une démarche expérimentale dans le cadre de la commande, c'est effectivement, enfin là, le dernier projet dont je parlais, typiquement, ça a été très compliqué pour plein de raisons, mais finalement les lampes ont été livrées bien avant le chantier, donc en l'occurrence, c'était possible. C'est des questions un peu stratégiques. On a eu différentes approches suivant les projets. Il y a des problématiques de stratégie économique où on provisionne une partie du projet, on provisionne un budget pour une démarche expérimentale à l'intérieur d'un projet qu'on s'efforce de maîtriser avec d'autant plus de rigueur. Donc ça ramène effectivement une pression, parce que là, on sait que la prise de risque expérimentale ramène une pression sur l'ensemble du projet, et donc ça force à poser encore plus de contrôle sur les autres sujets. Globalement, il n'y a pas de recette. Et il y a pas, pour répondre à votre question, évidemment, il n'y a pas de recette pour créer des projets de recherche singuliers et dans des cadres qui sont quand même très contraignants de la commande. Et ces contraintes ont plutôt tendance à se comprimer encore davantage. Enfin, c'est notre vécu de la commande. Donc voilà, pas de recette, mais plutôt des stratégies sur mesure aussi. Après, il y a une dimension qui est, à force de le faire, à force de faire des choses expérimentales, t'apprends à... Tu sais jamais où ça va terminer, mais t'apprends à quand même évaluer quand même un peu le temps que ça prend. Après, ça ne change pas le fait que quand tu expérimentes, tu ne maîtrises pas du tout tous les ingrédients, donc ça peut toujours déraper. Donc tu apprends à avoir toujours un plan B aussi sous le coude, à mesurer où est-ce que tu expérimentes. Enfin, le dernier exemple de la lampe, si jamais on n'avait pas réussi à sortir la lampe, on savait toujours aller acheter une lampe dans le commerce qui faisait le job et qui permettait d'ouvrir le restaurant, de le faire fonctionner. Donc c'est aussi... Elle était sourcée déjà d'ailleurs. Là où au début on faisait tout systématiquement nous-mêmes, où on faisait des choses pas très expérimentales, puis d'autres beaucoup plus. Aujourd'hui, on a appris à les mesurer et à se dire à quel moment c'est vraiment intéressant. Le processus de fonderie, c'est un très bon exemple, c'est qu'on aurait très bien pu aller voir un fondeur. On peut se dire, mais un peu pourquoi ils ont fait de la fonderie tout seuls chez eux. Et c'est en fait tout ce qu'a raconté Camille à la fin sur la question de presque de la matière, de l'aspect de matière, le sujet du rebut, le sujet du geste, et de choses qui apparaissent en fait pendant le process de fabrication que tu ne verrais pas si c'était pas chez toi. En fait, tout ça nourrit finalement à la fin le dessin de l'objet final et de notre point de vue l'enrichit toujours. Et puis ce qui est intéressant, c'est de se dire, là il y a eu ce projet avec la fonderie, mais avant on a montré qu'il y avait en fait eu plein d'autres petits projets autour, et c'est qu'à un moment d'investir du temps dans un processus ou dans un outil un peu expérimental comme ça, ça ramène une expertise ça ramène une expertise, et puis en fait ça fait plein d'autres projets. Et le sujet de la fonderie, quand on a fait le projet de la Samaritaine, qui est le dernier projet où tu vas jouer avec l'argent et le temps, parce que sinon on a réussi à faire des pièces quand même de fonderie dans les cabines d'essayage. Donc c'est un petit bout d'un objet très artisanal dans un reste, on va dire le reste de la conception. On a fait un plafond qui était un truc sur catalogue industriel. On n'a pas joué non plus partout. Et après, c'est comment tu doses en fait. Pour nous, c'est des moments d'attention qui ressortent quand même de cette idée de l'objet artisanal, de ce travail de la main, de la matière, de la texture, d'un objet peut-être pas fini et pas complètement lisse. Ça t'interpelle. On est tellement habitué à être sur des surfaces qui disent plus rien. Alors elles sont super lavables, on les entretient super bien, mais elles ne nous renvoient pas grand-chose. Et tout ce qu'on montrait au début de la conf, c'est une belle matière avec une belle lumière. Enfin,
tu peux pas faire mieux. Enfin, pour nous, c'est pas un absolu, mais c'est une espèce de but à atteindre parce que c'est tellement beau et c'est tellement fort. Et en soi, ça demande pas beaucoup de moyens. Mais en fait, tu te rends compte que dans le monde d'aujourd'hui, si, ça demande beaucoup de moyens de revenir à juste cet état un peu brut de la matière. Juste faire des meubles en bois massif. Pas grand menuisier aujourd'hui, quand tu fais de l'agencement dans des projets aujourd'hui qui travaillent le bois massif, qui te le garantit. Tout le monde a peur de la fissure, de la déformation. Et mine de rien, beaucoup de nos choix sont guidés par ne pas prendre de risques ou prendre le moins de risques possible. Alors après, c'est un métier, nous on le fait à notre échelle, donc là on va dire que l'architecture intérieure et la prise de risque, elle est minimisée en architecture, et quand tu commences à jouer avec des énormes budgets et la vie de gens dans un bâtiment, ça devient aussi, tu passes à un autre stade. Donc ça se mesure complètement différemment. Mais il y a aussi des procédures pour ça. Voilà, c'est des choses qui s'apprivoisent, quoi. Mais dernier projet de recherche qu'on a fait sur de la matière, ça c'est un nouveau modèle, c'est qu'on est allé chercher l'argent ailleurs, où jusqu'ici c'était finalement les projets et donc l'argent du client qu'on mettait à contribution de la recherche, donc dans son but aussi pour lui. Dans une prise de risque partagée, quoi. Voilà. Mais là, du coup, on a fait un projet de recherche qui est dans le cadre d'un programme qui s'appelle FAIR, qui est structuré par le pavillon de l'Arsenal, la mairie de Paris, qui nous ont donné du coup de l'argent pour faire cette recherche. Donc elle ne se passe plus dans le cadre, ça se passe plus dans le cadre d'un projet, c'est plus dans le temps du projet, et c'était assez appréciable de se détendre un petit peu avec ça. Et du coup, on a fait ce projet pendant 2 ans. Si ça avait été dans le cadre d'un projet, on aurait dû peut-être le faire en 6 mois. Donc peut-être que ça aurait été plus fort parce que très vite, tu as une application, mais avec une prise de risque, un stress et peut-être on l'aurait bâclé, ou peut-être on n'aurait pas découvert tout ce qu'on a pu découvrir en travaillant comme ça de manière un peu plus décorrélée, cette question de l'expérimentation de la recherche. Pour rebondir un peu sur ce sujet-là, est-ce qu'aujourd'hui c'est une demande de la maîtrise d'ouvrage de vous donner un peu une place à cette expérimentation, ou est-ce que vous les sentez toujours un peu frileux sur le fait que vous puissiez jouer et expérimenter avec le budget du projet? Non, ils sont toujours frileux fondamentalement. Après, ça attire, ça questionne beaucoup. Donc les gens viennent à nous avec quand même ça en tête parce qu'ils ont vu ce qu'on faisait. Après, concrètement, des gens qui nous commandent des choses expérimentales, ça n'arrive pas, enfin, c'est vraiment très très rare. Des gens qui ont envie de jouer comme ça avec le temps et l'argent, il n'y en a plus beaucoup. C'est souvent nous qui pointons des occasions dans les projets, et on vient ensuite argumenter autour de l'intérêt très spécifique, souvent lié à des problématiques d'usage ou d'attention spécifique dans le projet. Et on propose voilà, un point d'attention, et ensuite ça dépend vraiment aussi du niveau de la capacité à s'engager dans une démarche, et avec tous les risques que ça comporte, quoi. Il y a le projet que je citais tout à l'heure de nos futurs bureaux, donc on va déménager l'agence. Donc en fait on passe côté maîtrise d'ouvrage, et on le fait aussi en partie pour se créer ces conditions-là, en disant on va être les cobayes de notre propre expérimentation. On va vivre dans ce bâtiment dans lequel l'idée est d'appliquer cette recherche sur le plâtre qu'on a mené pendant 2 ans, que ça soit la première application. Et en fait de démontrer encore une fois par l'usage que ça peut fonctionner et que c'est intéressant. Mais du coup de le faire là à une échelle architecturale. Le maître d'ouvrage grince un peu. Donc après c'est des jeux de casquettes qui sont pas évidentes. Déjà, encore une fois, t'es architecte le matin, et l'après-midi t'es le mec qui est en train de fabriquer une partie du projet. Et quand tu vas face au client, ça crée quand même des situations pas forcément évidentes. Pour certains clients, c'est très évident, ils le comprennent. Pour d'autres, pas beaucoup, mais c'est arrivé que les gens soient un peu choqués de te voir la veille présenter ton projet, ton ordinateur, et le lendemain te voir en bleu de travail sur le chantier. C'est pas évident.
Ça a même occasionné des changements de ton qui sont assez inexplicables, mais c'est intéressant. Enfin, c'est ce que je racontais sur les cols blancs et les cols bleus. Enfin, c'est assez étonnant d'être dans cette posture et de vivre vraiment les deux facettes. C'est assez passionnant, à vrai dire. Ça raconte beaucoup. Je demandais comment vous arrivez encore à avoir du temps et à consacrer du temps à l'expérimentation, à passer justement du côté du bureau de travail, à aller sur le chantier et à pas être, on va dire, pris dans ce mouvement de tenir une agence d'architecture et tout le travail qui va avec ce boulot, quoi. Concrètement, aujourd'hui, on n'y arrive pas. Hier, on y arrivait, pardon. Demain, on y arrivera de nouveau. Et là, on parle de l'équilibre d'une vie d'agence et de quels enjeux on met où. Et effectivement, enfin, c'est encore une fois cette idée de la prise de risque. Et, clairement, quand on fait ses lampes pour un si petit restaurant qui n'a pas de budget, on est clairement en investissement pur. C'est un choix parce que ça ramène une expérience, une compétence et de la même façon qu'on va faire le choix d'apprendre tel ou tel logiciel dans la pratique. Enfin, c'est des mises en tension, quoi. Et aujourd'hui, concrètement, on est dans une période. Enfin, il y a eu une période un petit peu de tension, je pense, liée au contexte du Covid. Et effectivement, il a fallu réapprendre aussi des façons de travailler un peu différentes, comment travailler en équipe, comment faire des workshops à distance. Enfin, il y a eu tout un temps de reconfiguration. Il y a effectivement cette énergie aussi qu'on a sur notre lieu qui nous. Donc voilà, c'est par période. On peut pas dire qu'on y arrive tous les jours. Il y a un truc assez cyclique après, c'est aussi des moments de notre vie où on avait 22 quand on a commencé, là on en a 40. Et c'est vrai que t'as pas, c'est le temps et l'énergie que ça prend, effectivement. Et à l'époque où on faisait conception-réalisation systématiquement dans tous les projets, faire les deux en même temps dans une même journée, c'était un truc complètement éprouvant. Donc c'était plutôt, t'en faisais pendant une semaine, 2 semaines, et puis petit à petit, tu te rends compte que ce saut-là, il est aussi sur la longueur à tenir, c'est pas évident. Plus tenir une boîte, qui était ta remarque, c'est comment tu tiens juste une boîte et tes soucis des histoires de gestion, d'argent, d'une équipe aussi à faire travailler et à assurer ça sur la longueur, en fait. Et ça pose effectivement, ça met beaucoup de tension sur le modèle dans le sens où il n'y a pas de modèle aujourd'hui. La manière dont on a monté ça fait qu'on a un peu inventé un modèle, on a 3 sociétés au lieu d'une. Donc effectivement, tout ça génère beaucoup d'énergie passée à ça. Et par moment, comme là en ce moment, tu as envie de dire, on fait une pause, en fait, on respire. Et puis on réfléchit aussi différemment. Quand je citais l'expérience qu'on fait avec Fer et le pavillon de l'Arsenal, de se dire c'est plus les projets qui financent ça, juste déjà ça, c'est aussi des manières de détendre un peu et de restructurer les choses différemment. Et en fait, le rapport entre ordinateur, plateau, conception classique, on va dire, de l'architecture et production, fabrication, prototypage a tellement évolué on a fait 18 ans maintenant qu'on fait ça. Ça a pris plein de formes différentes. Aujourd'hui, on arrive à un point où en fait, on a une espèce d'expérience de plein de manières d'activer ça. Donc là, on est un peu en train de dire, ok, voilà, on l'a fait marcher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On a des schémas aussi économiques qui correspondent à ces moments-là, ceux qui marchent, ceux qui ne marchent pas. Et du coup, on est plus là, en ce moment, en train de regarder ça, on se dit, ok, comment on continue avec l'envie de surtout ne pas arrêter, mais surtout de trouver un modèle qui le fait perdurer dans le temps. On s'est fait plein de fois très peur sur le sujet de l'expérimentation, du temps passé à faire un hôtel particulier avec un sol expérimental, et puis le client te dit, mais en fait, ça ne marche pas. Puis ça a coûté des centaines de milliers d'euros et c'est toi qui l'as fait. Tu me dis, est-ce qu'une boîte de notre échelle, plutôt de base structurée comme une boîte d'archi, peut supporter d'un seul coup de refaire un sol à 300 000 euros ? Non.
Donc d'un seul coup, ça crée des questions un peu dures où il faut arriver à se repositionner, quoi. Oui, je voulais juste un autre élément de réponse, c'est qu'effectivement la finalité, c'est pas forcément d'enfiler un bleu de travail, quoi. Les sujets d'expérimentation en architecture, ils sont vastes, ils peuvent prendre plein de formes, et en soi, je crois que ce qui nous anime, c'est la volonté de continuer à réfléchir à comment faire une pratique qui fait sens pour nous et autour de nous, et voilà. Ouais, après, ce que je disais aussi en intro, c'est que finalement, ce sujet de la fabrication et du coup de la matière, ça devient une porte d'entrée aussi pour trouver des réponses en fait, qui soient hyper justes, et que ça passe finalement par le faire soi-même ou le faire avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai sujet chez nous de formation. C'est-à-dire qu'on voit des gens qui arrivent à l'agence qui n'ont pas forcément fabriqué de choses avant, et d'avoir cet outil-là à disposition, tu apprends beaucoup plus vite plein de choses. Donc c'est comment est-ce qu'on continue à transmettre ça tout en diminuant peut-être le nombre de projets qu'on fait par an, qu'on fabrique par an. Mais au final, aujourd'hui, on est aussi dans à essayer de pousser à grandir le réseau. C'est-à-dire que tous les gens, je donnais l'exemple du projet au Japon, de dire on a fait un projet avec une entreprise là-bas qui était très bien. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on construit en fait depuis plus de 10 ans, de trouver les bons partenaires qui sont capables de nous accompagner avec quand même cette idée toujours de, tu joues à la limite. Et il n'y en a pas beaucoup en vrai. Aujourd'hui, voilà, on a deux, trois boîtes avec qui on travaille quasiment tout le temps sur nos projets et qui ont des capacités autres que les nôtres en termes de fabrication et d'aller chercher des savoir-faire, de les assembler. On fait des prototypes avec eux aussi. Et ce partage, encore une fois, ou cet élargissement de l'équipe au-delà de l'agence et de l'atelier même avec d'autres partenaires, et aussi une manière d'aller détendre un peu le modèle, mais en même temps l'asseoir de manière plus pérenne. Et du coup, sur l'économie circulaire, deux questions. Est-ce que vous avez des clients qui vous demandent spécifiquement ça ? Et deuxième question, du coup, est-ce que vous travaillez de plus en plus avec ça ? Enfin, voilà, comment ça s'organise ? Qu'est-ce que tu entends juste par économie circulaire ? En fait, l'idée de base, dans le développement durable, on est dans une économie linéaire où on fait comme si tout était... Voilà. Et on passe dans une économie circulaire. On sait que si on compte tous les coûts, ça fait belle lurette que ça devrait être fait. D'ailleurs, il y a encore 50 ans, c'était forcément fait par tout le monde, en particulier dans la construction. Aujourd'hui, c'est justement la construction qui est un des secteurs qui l'utilise le moins, de manière complètement paradoxale. Et comment est-ce qu'on peut en fait, être de nouveau comme avant, mais pas comme avant en termes de mode de plein de choses, quoi. Non, clairement, c'est pas dans les cahiers des charges aujourd'hui des sujets qu'on traite. Donc après, ça fait partie, c'est un peu la même réponse de... Est-ce que des gens viennent te voir pour expérimenter ? Est-ce que des gens viennent nous voir aujourd'hui pour faire des projets dans une réflexion d'économie circulaire ? Il n'y en a pas. Mais c'est des sujets, je pense que c'est à nous aussi, architectes, de les amener, de démontrer que c'est faisable et que ça ne peut faire gagner que du bien en fait, au projet. Ouais, on a eu beaucoup de pitch, de cahiers des charges avec des ambitions, notamment sur de RSE très très poussées. Et ça a été régulièrement, voire systématiquement, les premières lignes qui ont sauté dans les projets. Enfin, on a eu aujourd'hui beaucoup de mal, jusqu'ici, beaucoup de mal à les tenir. Et aujourd'hui, nous, après, c'est vrai que le projet de recherche dont on parlait tout à l'heure sur FAIR 2019, c'est peut-être ce qui nous donne le plus d'enthousiasme pour la suite, c'est qu'on a réussi à se mettre en relation avec tout un réseau d'acteurs autour des sujets de qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments qu'on démolit, comment on peut réinjecter
c'est cette matière qui devient ressource dans un nouveau matériau qu'on met au point, qu'on caractérise, et comment, voilà, comment mobiliser tous les maillons de la chaîne autour de ce projet. C'était passionnant. Aujourd'hui, on a, je pense, mais c'est aussi une question de gymnastique. Donc, je pense que c'est effectivement notre responsabilité de pratiquer cette gymnastique et de l'amener, de la défendre, de l'argumenter. Après, notre part de responsabilité est clairement engagée. La grosse problématique du moment, c'est que le Covid a créé une crise, fait perdre de l'argent à plein de personnes. Donc, il y a moins d'argent, clairement, depuis que ça a repris. Enfin, en tout cas, les gens reconsidèrent ce sujet de manière beaucoup plus précise. Et il y a encore moins de temps, parce que les gens se disent qu'il y a urgence, il faut faire vite, 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 vite. Sauf que pour créer ces transitions-là, il faut se donner le temps, en fait. Et donc, c'est l'équation sur le papier, tu me dis, non, ça ne marche pas. Là, en ce moment, on bosse pour une grande entreprise française à réhabiliter des bâtiments fantastiques dans Paris. On a gagné le concours et l'oral en parlant d'écologie et d'économie. Et une fois le concours gagné, on nous a fait comprendre que les ambitions écologiques, obtenir des labels, faire des économies d'énergie, c'est pas... Si ça coûte plus cher, on ne le fera pas. Ou si ça doit remettre en cause un planning, on ne le fera pas. Voilà. Ce qui doit être quand même très très dur à vivre pour vous. Mais du coup, ce que j'ai trouvé ce qui pour moi est très singulier dans le sens positif du terme, hein, de toute votre approche, c'est justement de remettre la main au cœur de tout ça et de dire, moi j'en suis persuadé aussi, hein, qu'un des sujets fondamentaux dans nos pays développés, c'est qu'on n'est plus dans notre corps, pour résumer. Et du coup, est-ce qu'une des raisons pour lesquelles, justement, que ce soit les clients, en fait, etc., ne veulent plus faire ça, c'est que justement, ils n'en ont plus conscience, parce qu'ils sont déconnectés. Et donc, ils ne se rendent pas compte que ce matériau, finalement, ce n'est pas juste un truc à faire pour être mis à la poubelle. Après, on peut en faire plein d'autres choses. Oui, assez raccord sur l'analyse. Et je pense que c'est la question de l'industrialisation dont parlait Camille, mais c'est l'industrialisation aussi des entreprises dans la division du travail et la dépossession des sujets, en fait. Et qu'aujourd'hui, on a face à nous, dans beaucoup de clients, des gens qui n'ont pas l'entièreté des décisions en main, donc ils sont dépossédés et ils ne savent même plus eux-mêmes fondamentalement, personnellement, ils ne se posent même plus la question de s'ils étaient tout seuls, comment ils réfléchiraient. Bien, je suis désolé d'interrompre ce dialogue passionnant, hein, mais évidemment, non, mais c'est sur le process. Et merci encore. On voit bien que l'étendue de leur travail, hein, qui dépasse largement, et la question de la matière est au cœur de leur recherche depuis le début. C'est bien ce que je disais tout à l'heure à partir du bois, mais vous êtes. Merci encore pour cette présentation et d'avoir joué ce jeu, de nous amener dans la lumière. Justement, vous avez pris beaucoup de choses, et la question de le rapport avec les industriels, les concepts et autres. J'ai beaucoup aimé sur Omotesando, la maison au Japon partie, mais pourquoi en faire plus? C'est génial, on est vraiment... donc vraiment, il faut les féliciter, parce que... Merci à vous tous, et puis donc il y aura d'autres rendez-vous Design et Lumière, mais plutôt l'année prochaine. En attendant, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un entretien de Chaillot avec Inessa Hanch, voilà, architecte, travaille beaucoup sur l'espace public. Vous verrez, c'est un autre sujet, c'est une autre échelle. Et voilà, comme à chaque fois, ça change de spectre, mais c'est toujours aussi passionnant. Merci, bonsoir à tous.